Bonjour à tous, une des vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo comment trouver 100 000 euros, comment trouver un financement de thèse. Donc je me suis dit, je pense que c'est effectivement une vidéo utile qui répond à une interrogation de beaucoup d'étudiants. Je me suis dit que j'allais faire un épisode 2. Dans le premier épisode, sur lequel je ne vais pas revenir, que vous trouverez le lien vers le premier épisode dans la description sous la vidéo. Dans le premier épisode, disais-je, je vous parlais de l'option bourse de thèse ADEME, Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, je vais vous donner une deuxième piste pour trouver un financement de thèse, pour pouvoir faire votre thèse, pour avoir un financement. Je vous déconseille catégoriquement de faire une thèse si vous n'avez pas de financement. Et l'intérêt de cet épisode 1 et de l'épisode 2, c'est que c'est une bourse de thèse. C'est un financement que vous aurez la possibilité d'acquérir indépendamment de votre résultat et de votre milieu social. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de rappeler que c'est pas parce qu'on a des notes moyennes, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'y connaît que dalle, qu'on peut pas faire de thèse et qu'on peut pas trouver de bourse de thèse. Donc, la deuxième méthode pour trouver un financement de thèse, c'est-à-dire 100 000 euros, eh bien, tout simplement, c'est de faire un stage dans un laboratoire. Alors, vous allez me dire, c'est un peu trivial, mais attendez, laissez-moi parler. Moi, j'ai intégré le laboratoire L6 grâce, premièrement, au docteur Pascal Giraudet, qui est une professeure assez formidable de l'université de Toulon, qui m'a mis en contact avec son mari, entre guillemets, le professeur Hervé Glotin. Et donc, j'ai fait un stage d'environ 8 mois dans le laboratoire L6, qui se trouvait à l'époque au deuxième étage du bâtiment R sur le campus de l'université de Toulon. Et dans ce bâtiment R se trouvent plusieurs laboratoires. Il y a 3 niveaux, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent dans des branches différentes, mais forcément, ces laboratoires se connaissent, les professeurs se connaissent, et il y a une certaine perméabilité dans les thématiques, dans les moyens de recherche, dans les outils, etc., etc. Par exemple, Christian Martineau, un technicien qui est au rez-de-chaussée, il est employé, on fait appel à lui pour tout ce qui est technique, appareil autonome embarqué, problème d'électricité, d'électronique, c'est tous les laboratoires qui font appel à lui, et le personnel secrétariat, pareil. Donc, disais-je, ce stage, c'était une manière aussi, comme j'étais très assidu, c'était une manière d'être en contact avec d'autres directeurs de laboratoire ou directeurs d'équipe d'autres laboratoires, alors que moi-même j'étais au sein de l'équipe DINI dirigée par le professeur Hervé Glotin, du laboratoire L6 dirigé par monsieur Oulatsine. C'est vrai que ça n'a pas un grand intérêt de vous donner ces détails, mais je vous invite, quand vous allez aborder un bâtiment de recherche, justement pour établir du relationnel avec des professeurs, des directeurs de recherche, etc., etc., vous avez intérêt à noter le nom des équipes et surtout des laboratoires. Ça peut même être une forme de flatterie quand vous arrivez, vous allez avoir un petit contact de quelques dizaines de secondes, quelques minutes avec un professeur, un docteur, entre deux couloirs, entre deux portes, dans le travaillement d'un bureau, quelques secondes, ça vous allez faire la différence si vous êtes un étudiant qui connaît le nom du nouveau laboratoire, même mieux qui connaît le nouveau nom du laboratoire, parce que ça peut vous paraître inintéressant, mais les directeurs de laboratoire ou d'équipe passent énormément de temps à faire de la recherche de financement et à faire de l'administratif, et du coup ils s'investissent beaucoup pour trouver des dénominations qui collent à ce qu'on attend d'eux, et si vous montrez que vous avez intégré les nouveaux noms, quelque part vous flattez et vous respectez leur travail, donc c'est pas si insignifiant que ça. De recueillir sur un papier les noms des différents laboratoires, le nom des équipes, qui dirige quoi, etc., etc. Et donc, je faisais ma thèse sous la direction de Hervé Glotin, Pascal Giraudet et d'autres personnes. Et en arrivant au travail, en prenant un café à la cafétéria, en travaillant, je croisais un ancien professeur, dont je vais pas donner le nom, que j'avais eu en licence. Je vais pas donner le nom pour pas lui nuire et pour avoir pleine liberté de dire ce que j'ai envie de dire, parce que vous devez faire quand même attention dans le milieu universitaire. Tout n'est pas rose, tout n'est pas un jojo. Ce professeur que je vais appeler B, professeur B, ça avait été un de mes professeurs en licence notamment. Et j'avais eu un bon contact. Et c'est ça sur quoi je voudrais insister. Ce professeur B, il a vu, en fait ça faisait des années que je l'avais pas vu, puisque moi j'avais continué en master dans d'autres villes, dans d'autres parties de France, et donc il m'a un petit peu redécouvert dans les escaliers. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Olivier? Il se souvenait de moi. Pourquoi il se souvenait de moi? Eh bien, parce que j'avais manifesté de l'intérêt pendant son cours, parce que j'avais été poli, parce que j'avais été agréable, parce que j'avais été souriant. Et vous savez, je me souviens très bien que j'étais un des étudiants les plus passionnés par sa matière, mais j'ai pas forcément eu celui qui a eu les meilleures notes. Et pourtant, je reste convaincu que j'étais un de ses meilleurs élèves,
Mais je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que dans ma promotion, il y avait des petites pains bêches, hein, très très bien apprêtés, les étudiants très très bien apprêtés, qui jouaient un rôle de jeu relationnel, je trouve, avec les différents enseignants, et qui ont eu de bien meilleures notes que moi au partiel. Donc ne vous découragez pas, hein, c'est pas la note à un examen, ou les notes, c'est pas forcément le reflet de la qualité ou de l'intérêt pour une matière. Et il faut pas le prendre comme une attaque personnelle. Et il faut tenir compte en plus qu'il y a beaucoup de professeurs d'université ou d'enseignants universités, tant en cours magistraux qu'en travaux dirigés, qui sont absolument incompétents parce que, notamment, ils ont du mal à trouver des financements et du coup, leur propre supérieur hiérarchique leur donne des cours à donner, même si c'est pas du tout dans leur discipline. C'est comme ça que moi j'ai eu, de la part d'une jeune docteure en chimie, j'ai eu des cours d'embryologie, parce que son supérieur hiérarchique, et vous voyez bien qu'elle galérait depuis des années, comme bien d'autres docteurs, jeunes docteurs, et donc il lui donnait ce qu'il pouvait lui donner. Mais du coup, c'est une des raisons de plus de garder à l'esprit que la note qu'on vous donne, elle n'a pas forcément été donnée par quelqu'un de très compétent. Hein. Et tous les ans, ça loupe pas. Au partiel, on est obligé de supprimer un, voire plusieurs exercices, parce qu'on s'aperçoit que les docteurs à qui le professeur référent en maître de conférence a donné les travaux dirigés, on s'aperçoit qu'il y en a qui ont raconté de la merde. Et du coup, on enlève les exercices parce que il y a plein d'étudiants qui n'ont pas eu accès au même contenu, aux mêmes cours, aux mêmes explications. Je referme la parenthèse. J'ai été bien impassionné, même si j'ai moins eu des bonnes notes, je faisais pas des sourires et j'entretenais pas une relation bizarre avec ce professeur. Mais moi, j'étais passionné, donc j'ai continué mon cursus et c'est comme ça que je me retrouve en face de ce professeur qui me connaît et qui a une relative bonne image de moi. Je lui dis bonjour. J'aimais bien ce professeur, notamment parce qu'il enseignait une matière que j'aime beaucoup, et donc je le revoyais de temps en temps, on discutait vite fait, et puis mon stage a duré 6 à 8 mois. Et un beau jour, moi je courais déjà derrière un financement, en partenariat avec l'ADEME et Biotop, mais Biotop, ils m'ont fait galérer pendant des mois. La numéro 2 de Biotop, Annie Huguetto, m'a annoncé, elle avait pris un engagement pour me dire je te donnerai une réponse définitive à telle date, et c'est une des rares personnes chez Biotop, quand elle te dit ça a une importance parce qu'elle est très haut placée dans la hiérarchie. Mais même là, je vais te dire, je crois qu'il y a eu 2 mois de retard dans cette discussion, parce qu'il y a beaucoup de négociations. Je doute pas qu'elle ait fait son maximum, parce que c'est une des personnes les plus sérieuses. Mais pour te dire que si tu as 2 mois de retard sur une réponse d'un partenaire industriel, ne lâche pas. C'est pas rare, c'est entre guillemets normal. Et du coup, je courais derrière ce financement, et puis ce professeur B vient me fait passer un mot, il me demande de venir le voir dans son bureau. Je sais plus qui me donne l'information, peut-être même que c'était mon directeur, Hervé Glotin, qui m'a fait passer l'information. Donc je vais le voir dans son bureau, toc toc toc. Et ce professeur B m'explique qu'il va avoir un financement de thèse. Alors c'était pas une même bourse de thèse, je crois que c'était une bourse départementale. Alors là, on va peut-être rentrer dans les détails, pas très très jojo, vous allez voir pourquoi. Bon, très gentiment, il me dit, voilà, on va avoir une bourse de thèse pour travailler sur ce sujet, est-ce que ça t'intéresse? Donc on discute un petit peu, c'était sous la direction du professeur B et d'un autre professeur d'une autre discipline, pour avoir deux compétences très très fortes, dans une école doctorale présente sur le campus de l'université de Toulon. Je connaissais un petit peu ce financement départemental, donc département du Var, si je dis pas de bêtises. Je le connaissais ce financement puisque moi-même avec Hervé Glotin, avec le professeur Hervé Glotin, nous avions rempli un dossier que nous avions essayé de rendre exhaustif et clair sur des thématiques de bioinformatique, de bioacoustique, et on n'a jamais eu de réponse. Mais ça, c'est courant quand vous déposez des dossiers. Et donc ce professeur B me dit, m'explique qu'il est sûr d'avoir sous peu ce financement. Et il pense à moi, ce qui est extrêmement flatteur. Et qui est extrêmement intéressant, puisque le sujet, je vous dirai pas quel sujet c'est pour pas vous permettre de l'identifier trop facilement, mais donc ce sujet, c'est un sujet qui rentre dans mes cordes, et surtout dans mes centres d'intérêt, et donc il me dit, bon voilà, par contre, si tu me dis que ça t'intéresse, la place est pour toi, mais bon, il y a quand même une démarche universitaire administrative, il va quand même falloir va falloir que toi tu constitues un minimum un dossier avec un CV à jour, voilà, parce qu'avec ce dossier
le co-directeur et moi-même, on va justifier auprès de l'administration pourquoi toi et pas un autre étudiant. Et du coup, on va recevoir d'autres étudiants. Et donc là, j'ouvre une parenthèse sur quelque chose d'assez grave, et il vaut mieux que vous soyez au courant. Ce monsieur, il savait qu'il allait me prendre, alors qu'il n'avait pas encore mon CV, pas en détail tout mon cursus. Il savait déjà qu'il allait me prendre, alors que ça, c'est impossible vis-à-vis de la loi en France. Normalement, le schéma, c'est il reçoit un financement avec son co-directeur, il va faire des entretiens, il va chercher des profils dans toute la France, il va faire plusieurs entretiens et ensuite une sélection. Et là, il avait déjà pris sa décision puisqu'il me le dit. Il me dit, si t'es OK, la place est pour toi. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il allait faire des entretiens fantômes, des faux entretiens. Et je préfère vous en parler parce que c'est assez blessant, c'est assez décourageant. J'avais moi-même dans ce laboratoire L6, il y avait un jeune homme brillant qui faisait des allers-retours partout dans la France pour chercher un post-doctorat de qualité. Et il me disait, des fois, il rentrait écœuré parce qu'il s'était tapé des heures de trajet et il savait, comme je le dis, il était brillant. Donc, en plus d'être très bon dans sa thématique, il avait réussi à deviner que l'entretien qu'on venait de lui faire passer, c'était un entretien fantôme parce que il faut justifier que par rapport au pouvoir administratif, à la hiérarchie, à la loi, il faut pouvoir justifier qu'on a fait venir plusieurs étudiants pour donner l'impression qu'on a examiné le meilleur. Mais au niveau des justifications, il y a moyen de se débrouiller pour faire finalement ce que tu veux. Donc du coup, moi j'avais de la chance du coup. Non seulement j'étais flatté par la proposition, mais en plus ça allait faire des victimes, puisqu'il allait faire venir des gens dont il savait qu'il n'allait pas les prendre. Fin de la parenthèse. Conclusion, j'ai eu un deuxième financement de thèse, cette proposition, parce que j'ai été poli, parce que j'ai été souriant, correct, propre sur moi. Voilà. Persévérant dans mon domaine à peu près, mais je vous garantis qu'au niveau des notes, j'étais pas du tout le mieux placé pour avoir ce financement de thèse, connaissant son sujet. Alors par contre, attention, parce que vous devez pas forcément accepter ce genre de financement si ça vous arrive, parce que ce professeur B, il y avait un peu anguille sous roche, parce que déjà, il savait qu'il allait obtenir un financement alors qu'il n'avait pas il n'avait pas encore enlevé le dossier de demande. Donc ça, c'était un peu suspect. Ça, c'est encore une fois une illustration du pouvoir relationnel, et en particulier, je pense, le pouvoir relationnel entre chercheurs et hommes politiques. Parce que qui c'est qui examine, qui c'est qui a le pouvoir définitif des commissions d'examination des financements comme ça? Ben là, dans ce cas-là, je crois bien que c'était le pouvoir politique dans cette histoire. Hein. Chaque financement de thèse, il faut un petit peu comprendre qui est tout en haut. L'ADEME, c'est un gestionnaire de portefeuille auquel reçoit de l'argent de l'État, qui lui dit tu me finances des trucs dans ces thématiques. Là, c'était un autre type de financement. Comme je vous dis, je crois que c'était départemental. Donc là, il faut vous intéresser au pouvoir politique qui gère le département. Hein, intéressez-vous au maire. Et intéressez-vous aux personnes, je vais dire un nom comme ça, complètement au hasard, par exemple, Hubert Falco. Hubert Falco, c'est un représentant du pouvoir politique. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous, à l'échelle de votre région, de votre département, sachez qui est en haut de la pyramide. Ça vous permettra de deviner, de comprendre des choses, voire même d'aller lui parler directement à la sortie d'une conférence, etc., etc. Faites attention aussi, parce que moi, ce professeur B, j'ai vu le dossier qu'il allait envoyer, qu'il était quasiment sûr d'avoir, parce que visiblement il avait quelqu'un qui lui avait dit c'est bon. Ce dossier, il était quasiment vide, parce que moi je m'étais fait suer avec le professeur Gloutin à écrire ce même dossier, mais dans mathématiques. Hein. On l'avait blindé, on n'avait même pas eu de réponse. Et là, ce professeur B, il avait, en remplissant à l'arrache, même pas, j'avais vu, il y avait plein de cases où il y avait rien marqué, il était sûr d'avoir le financement. Donc faites attention parce que du coup ça peut se retourner contre vous, parce que c'est pas tout de trouver une bourse de thèse, il faut aussi trouver un directeur ou des directeurs de thèse qui soient honnêtes, sincères, bienveillants un minimum avec vous, parce que pendant votre thèse vous allez en chier, vous allez avaler des couleuvres, c'est normal, c'est la plupart du temps c'est comme ça, mais il faut quand même éviter les personnes malhonnêtes, hein, ça c'est pas normal. Que votre directeur de thèse soit très peu disponible, qu'il soit autoritaire, c'est quelque chose, mais il y a quand même une frontière à savoir placer sur autoritaire, peu de temps disponible, faut pas l'emmerder, d'accord, mais malhonnête,
petite cachotterie, etc., etc. Ça, c'est encore autre chose, hein, parce que si vous commencez votre thèse dans ce contexte-là, ça laisse pas présager grand-chose de bon pour la suite. Mais je vous en parle quand même parce que tous les professeurs sont pas comme ça. Hein. Je fais cette vidéo parce que je pense que en étant souriant dès la licence, en faisant du relationnel, en étant poli, propre sur vous, en montrant de l'intérêt, même si vous avez des notes moyennes ou pas bonnes, vous obtiendrez un financement de thèse. C'est possible. C'est possible. C'est pas systématique, mais c'est possible. Et ça, c'est indépendant de vos ressources financières. Vous devez aussi vous renseigner sur le contexte. Parce que moi, par exemple, je savais que j'arrivais derrière un étudiant qui avait déjà travaillé pendant plusieurs années. Si c'est le cas, si vous arrivez, vous poursuivez la thématique d'une thèse qui a déjà été faite ou qui a été pire, avortée, qui a été interrompue à son milieu, il faut savoir pourquoi. Qui était le précédent étudiant? Contactez les étudiants. Et aussi, de manière générale, quand vous envisagez d'être dirigé par un professeur de recherche, un directeur de recherche, HDR, habilité à diriger des recherches, contactez ces étudiants et voire même ces anciens étudiants qui sont plus dans le laboratoire parce qu'eux, ils sont susceptibles de plus pouvoir parler librement pour un petit peu savoir qui est la personne. Vous trouverez beaucoup de doctorants qui ont une relation, un souvenir assez conflictuel avec leur directeur de thèse. Ça, c'est normal. Par contre, plus que conflictuel avec des preuves, des indices de choses malhonnêtes, d'irrégularités, des comportements déplacés, ça c'est autre chose et je vous conseille d'éviter ça, d'éviter ce genre de personnes. Parce que le directeur de thèse, il a tout pouvoir sur vous. Faites attention, je vous retransmets un message qui m'a été dit plusieurs fois par plusieurs personnes dans plusieurs universités. Un co-encadrant de thèse n'a aucun pouvoir par rapport à un directeur, un co-directeur de thèse. Directeur, co-directeur de thèse, c'est la même chose. Ceci dit, si vous avez deux co-directeurs de thèse, c'est celui qui vous inscrit dans l'école doctorale qui est le seul maître à bord. Hein. Si vous avez un deuxième directeur de thèse, mais que c'est pas lui qui vous a inscrit dans l'école doctorale, qu'il est dans une autre université, une autre discipline qui permet de mieux vous encadrer, comptez pas sur lui hein, pour vous réinscrire l'année prochaine dans une école doctorale, pour récupérer votre direction de thèse. Les co-encadrants, à ne surtout pas confondre avec les co-directeurs, les co-encadrants, ce sont des docteurs, généralement, des ingénieurs de recherche aussi, ça peut, des personnes qui ne sont pas HDR, pas habilitées à diriger des recherches. Ce peuvent être des gens très connus, très célèbres, très très bons, très bienveillants, qui peuvent intervenir en votre faveur pour signaler que votre directeur de thèse, il fait n'importe quoi, il vous parle mal, il commet des grosses erreurs, même scientifiques. Ça n'a aucune valeur administrative. Je préfère vous prévenir. C'est pour ça qu'il faut concentrer beaucoup d'efforts à bien choisir votre directeur de thèse. Ça ne suffit pas de trouver le pognon et la bourse de thèse. Il faut bien choisir le directeur, les co-directeurs. Humainement, il faut savoir scientifiquement où ils en sont. Et c'est pas si facile que ça. Je vous ai donné plusieurs pistes. C'est pas facile que ça. Vous pouvez aussi aller parler avec les autres directeurs de laboratoire différents, essayer d'avoir des conversations un peu informelles, officieuses, pour savoir, parce que ça arrive souvent que dans un bâtiment de recherche où il y a plusieurs laboratoires avec plusieurs équipes, parfois au sein d'un laboratoire, les directeurs d'équipe ou les directeurs de laboratoire peuvent pas se sentir, mais ils sont obligés de travailler ensemble, parce que pour trouver du pognon, il faut s'associer. Donc ils se font des coups de... Donc des fois, il y en a qui ont subi plein de coups de pute d'autres directeurs de recherche qui savent très bien ce qu'ils sont en réalité, mais qui disent rien publiquement parce qu'ils sont obligés de cohabiter. Parce que généralement, quand t'es titulaire, quand t'as une place dans un laboratoire de recherche, t'es invirable. C'est quasiment un contrat de travail à vie. Donc c'est des gens que tu détestes peut-être, mais tu vas être obligé de travailler avec eux pendant des années, pour pas dire des décennies. Du coup, ça peut être intéressant d'aller chercher ces informations à droite à gauche. Parce que là, les gens peuvent dire à un étudiant qui est en recherche de thèse, qui est pas encore dans le laboratoire, il peut lui dire, il peut le former, il peut lui donner des informations. C'est officieux, c'est pas officiel, voilà. On peut parler plus librement dans ce cas-là. J'espère que ces informations pourraient vous être utiles. Si j'ai oublié de dire des choses, si j'ai des correctifs à apporter, je vous les mettrai dans la description, donc jetez-y un coup d'œil. Si vous appréciez ma démarche, j'espère que oui. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Voire, est-ce que vous pouvez envoyer cet épisode et le précédent à vos connaissances étudiants qui cherchent à faire de la recherche, qui seraient potentiellement intéressés
trouve un financement de thèse ou au moins qui s'interroge sur cette question. Vos questions sont les bienvenues, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents sur cette chaîne où je parle de science. Il y a plein d'informations à grappiller pour construire votre dossier, pour devenir un bon chercheur, pour devenir un bon passionné de science.